Ok, alors bonsoir à tous. Nous allons parler des ECMAScript Proposals. J'ai pas trouvé de traduction française à ce terme. Bon, on peut dire les propositions ECMAScript. Euh, Juste avant ça, on va parler un petit peu de l'histoire d'ECMAScript. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Donc ECMAScript, qu'on appelle aussi plus communément JavaScript, a été créé il y a un peu plus de 20 ans. C'est un langage qui a été créé, soi-disant, ça je sais pas si c'est vrai, mais en 10 jours, pour être intégré au navigateur Netscape. Ensuite, il a évolué pendant à peu près 2 ans, avant d'être spécifié officiellement et de prendre le nom ECMAScript. La raison pour laquelle ça s'appelle pas JavaScript, c'est parce que JavaScript est une marque déposée par Sun Microsystems à l'époque, Oracle maintenant. Ensuite, pendant les 2 années qui ont suivi, on a eu les versions 2 et 3 de JavaScript, avec l'arrivée des expressions régulières, de try-catch et d'autres features. La version 4, qui a mis très longtemps à être développée, a finalement été abandonnée parce qu'elle voulait ajouter énormément de choses qui n'ont jamais eu de consensus. Donc ce qui fait que pendant à peu près 10 ans, JavaScript n'a pas bougé, jusqu'en 2009 où ECMAScript 5 a été publié. La majeure addition de cette version-là, c'est le mode strict, que j'espère vous utilisez tous. C'est obligatoire, il me semble. Ça passe dans les templates d'Ananis. 2 ans plus tard, on a eu une mise à jour mineure, je sais même pas ce qu'elle a ajouté. Et puis ensuite pendant 4 ans on a de nouveau rien eu, et puis en 2015 ECMAScript 6 est sorti, qu'on appelle aussi ES6 ou ES 2015. Le nom officiel maintenant c'est ES 2015, qui a ajouté énormément de choses que maintenant beaucoup de monde utilise, qui sont pour la plupart disponibles dans tous les environnements modernes. Et à partir de 2015, le standard a adopté un rythme de publication régulier. En fait, chaque année, au mois de juin, on a une nouvelle version qui est publiée. Donc en 2016, on a eu ECMAScript 2016, avec l'opérateur d'exponentiation et la méthode include sur les arrays. En 2017, on a eu les fonctions asynchrones. On a eu la possibilité maintenant de mettre des virgules à la fin des paramètres, à la fin de la liste des paramètres dans une fonction. Merci. Et cette année, en 2018, ça a été publié il y a quelques mois maintenant, on a les itérations asynchrones, donc on peut faire for, await, off sur un tableau qui contient des promises ou sur un itérateur qui a été créé pour retourner des promises. Et on a la possibilité de faire ce qu'on appelle les rest spread properties, je sais pas comment ça s'appelle en français. Je vais vous montrer rapidement ce que c'est. Bonne question sur le nom en français. Donc si on a un objet comme celui-ci, et qu'on veut faire une copie de cet objet, on peut utiliser une méthode qui a été ajoutée, je crois, dans ECMAScript 6, qui s'appelle object.assign. Donc si je fais object.assign comme ça, on a toutes les propriétés qui sont au premier niveau de l'objet X qui vont être copiées dans l'objet qui est passé en premier paramètre. La nouvelle syntaxe qui permet de faire exactement la même chose, c'est celle-ci.
Donc c'est similaire à ce qu'on peut faire déjà avec les tableaux depuis un certain temps. Et c'est ultra pratique. Oui. Et donc c'est... syntaxe de décomposition, il me semble. Je sais pas. On va rester sur le terme anglais, je pense. Ouais. C'est ce terme-là qu'on va rencontrer le plus souvent. Et donc ouais, c'est bien parti pour continuer comme ça, chaque année, avec une nouvelle version et des nouvelles additions au langage. Des additions plus ou moins intéressantes, plus ou moins nombreuses. Et toutes ces additions, elles dépendent justement du sujet du jour, qui s'appelle le processus du TC39, TC39. Donc le TC39, c'est le groupe qui est responsable de standardiser le JavaScript. Il est composé d'un certain nombre de personnes qui représentent les grands acteurs de l'industrie du web. Donc on a tous les navigateurs, on a des entreprises qui ont leur business dans le web, des gros sites web. Tous ces gens se réunissent à peu près tous les 2 mois pour discuter et pour parler du futur du langage. Donc le processus qui permet d'ajouter quelque chose dans le langage JavaScript se passe en 5 étapes. La première étape qui s'appelle Stage 0, qui correspond juste à l'idée de la feature. Il n'y a rien de concret, c'est juste qu'on émet la possibilité que quelque chose pourrait être utile, qu'une nouvelle addition pourrait être utile. Ensuite, on a le Stage 1, qui est la proposition en tant que telle. C'est à ce moment-là que le groupe du TC39 est impliqué pour la première fois. C'est là qu'on va commencer à proposer, à bien définir quel est le problème à résoudre, quelles sont les solutions possibles. Peut-être qu'on va définir des polyfills ou des exemples de code qui utilisent la nouvelle feature. C'est aussi à ce moment-là que le proposal est clairement ajouté sur un repository officiel du TC39, et c'est à ce moment-là aussi qu'ils commencent à discuter du truc dans leur meeting. Une fois que le Stage 1 est arrivé au bout, c'est-à-dire que tout le monde est assez d'accord sur le fait qu'il faut continuer, que ça vaut la peine de développer la chose et de l'ajouter dans le standard, ça passe au Stage 2, qui consiste ici à vraiment écrire la spécification dans les détails et dans la syntaxe qui est utilisée pour tout le reste de la spécification JavaScript. Ensuite, ça va passer au Stage 3. C'est le moment où la spécification elle est prête, où on sait exactement comment on a envie de l'implémenter, et là on attend que les navigateurs ou les grands outils comme Babel commencent à l'implémenter et à donner un feedback pour voir si ça correspond vraiment à ce qu'on pensait. Est-ce que les gens qui l'utilisent, qui le testent, arrivent vraiment à l'utiliser correctement, s'il n'y a pas de problème. Donc à cette étape-là, on peut encore modifier la spécification en fonction du feedback. Et finalement, ça passe au Stage 4. À ce moment-là, c'est vraiment quand la feature est acceptée et qu'elle va être ajoutée dans la prochaine version d'ECMAScript. Donc si on a des features qui sont maintenant en Stage 4, sauf en cas d'un gros problème majeur d'incompatibilité, par exemple, avec l'écosystème, ça veut dire que l'année prochaine, on aura la feature dans ECMAScript 2019. Donc aujourd'hui, on va passer en revue les propositions qui sont actuellement en Stage 4 et en Stage 3, donc c'est celles qui ont le plus de chances d'arriver au bout.
En stage 4, actuellement, il y en a deux. La première s'appelle Optional Catch Binding. Et on va prendre un petit exemple. Donc, je pense que vous avez tous déjà écrit un code comme celui-ci, où vous voulez être sûr que l'appel d'une fonction ne sera pas d'exception. Mais si elle le fait, vous en fichez. Par exemple, on peut imaginer un try de fs.mkdirsync dans Node pour créer un répertoire. Et on ignore l'erreur si dans le cas où le répertoire existe déjà. Donc ce cas-là, en fait, avec Optional Catch Binding, ça donne ça. On n'est plus obligé de passer le paramètre en fait en parenthèse si on ne l'utilise pas. Ce serait pas aussi intéressant de juste faire le try sans le catch? C'est il a détruit Et qu'est-ce que ça voudrait dire? Parce que je demande de l'opinion. Hein. Après, ça serait peut-être peu explicite. Enfin, je pense que l'objectif, c'est juste d'enlever. Enfin, il me semble que s'il y a une erreur et qu'il n'y a pas le catch, normalement, c'est renvoyé dans la console qu'il faut un catch. Oui, Donc, mais avec ce nouveau, avec ce proposal, tu vois, si tu veux au final éviter d'avoir un catch, bah faire que tu puisses pas le mettre, ça pourrait être intéressant et puis ça permettrait de clean un peu ton code. Tu tries quelque chose et puis c'est tout quoi, tu vois. Donc le seul but, c'est de pas d'avoir d'erreur dans la console au cas où ça faille. Ouais. Ouais. Là, je vais écrire un proposal. C'est pas que de ne pas avoir d'erreur, c'est aussi que ton code continue à s'exécuter. C'est ça. Si tu t'en fiches de l'erreur en soi. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas si ça a été, s'ils y ont pensé, si ça a été discuté. Ouais, mais tu penses que ça pourrait être une bonne idée ou pas? Moi, je pense que, enfin. Toi, tu penses que c'est plus lisible comme ça. En fait, moi, je pense qu'enlever le catch, ça aurait posé des problèmes, très certainement. Et qu'il y avait déjà une première étape, c'était d'enlever la variable qui était bien souvent inutile. C'est vrai que dans beaucoup de codes, elle était inutile. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai quelques cas où en fait, là, j'utilise pas l'erreur à l'intérieur. Mais je fais autre chose dans le catch, hein, mais je n'utilise pas du tout l'erreur parce que j'en ai pas la nécessité dans le cas, dans un cas précis. Ouais. Je me demande s'il y a peut-être pas d'autres approches peut-être à voir que le try plus tard. Il faudrait voir déjà si le try sans le catch syntaxiquement est possible. Actuellement non. Actuellement. Donc ce serait pas un problème que la syntaxe est déjà valide pour faire autre chose. Ouais, excuse-moi de ta coupure, je te laisse continuer. Non, pas de souci, n'hésitez pas à couper s'il y a des questions. Donc ce optional catch binding, j'ai vérifié, il est disponible déjà dans Chrome, Firefox et Node à partir de la version 10. Je sais pas pour Safari parce que j'ai pas de Mac. Mais voilà, on n'est pas loin de l'avoir partout. La deuxième proposition qui est donc en stage 4, ça s'appelle JSON Superset. C'est pas hyper intéressant, mais bon, moi j'en parle pour être exhaustif. En fait, les chaînes de caractères en JavaScript actuellement, elles sont quasiment exactement la même chose, enfin elles fonctionnent exactement de la même chose, de la même façon qu'en JSON, sauf pour deux exceptions. Ces deux caractères Unicode 2028 et 2029. Dans un fichier JSON, ces caractères sont autorisés, c'est-à-dire sans avoir besoin de les échapper. Mais dans une chaîne de caractères en JavaScript, c'est pas le cas. Donc voilà, c'est-à-dire si vous essayez de faire une chaîne de caractères avec ces caractères, ça va vous dire une syntaxe error. Donc ça sert à rien.
Et bon, bah, pour rendre le truc plus clair et pour enlever ces deux exceptions inutiles, à partir de l'année prochaine, le JavaScript autorisera ces deux caractères dans une chaîne de caractères. Voilà. C'est déjà possible dans Chrome et pas dans les autres navigateurs. Donc c'est tout pour les Stage 4. Donc à moins que d'autres proposals ne passent du Stage 3 au Stage 4 cette année, ben, on n'aura pas d'autres features l'année prochaine. Donc j'espère qu'il y aura un peu plus de nouveautés qui vont être acceptées dans les prochains meetings. En Stage 3, il y en a beaucoup plus. Donc je les ai prises dans l'ordre sur le repo de TC39. Donc le premier, c'est une révision de ToString. Je vais passer très vite dessus parce que en fait c'est quelque chose qui est déjà implémenté presque entièrement comme la spécification a été écrite dans tous les navigateurs. C'est juste une standardisation de quelque chose qui est déjà fait en fait. Donc en gros, toutes les fonctions que vous écrivez dans votre code, quand vous appelez ensuite ToString, la méthode ToString sur la fonction, elle retourne le code source original qui avait permis de la créer. Donc ça, c'était pas spécifié. En tout cas, c'était pas spécifié clairement. Et l'autre cas, c'est les fonctions natives. Donc par exemple, la fonction eval ou toute autre fonction qui est implémentée directement par le moteur JavaScript. Celles-ci, elles n'ont pas de code JavaScript parce que la plupart du temps, elles sont implémentées dans un autre langage, par exemple en C++. Et du coup, voilà, la spécification va dire que pour ces fonctions natives, en fait, elles se stringify d'une façon que le code qui est généré en fait n'est pas parsable, donc c'est pas possible de recréer une fonction à partir de ça. Donc ça c'est déjà supporté partout. Quelque chose d'autre qui est plus ou moins intéressant, on va dire, ça dépend pour quel genre de développeur, mais surtout pour ceux qui créent des librairies, je pense que ça va être intéressant. C'est l'idée d'avoir un moyen unique et universel de se référer à l'objet global. Donc actuellement, si on est dans le browser, on va devoir utiliser window ou self. Ouais. Si on est dans Node, on va devoir utiliser global. Si on est dans d'autres environnements, il y a aussi eu des autres noms qui ont existé. Donc voilà, cette proposition, c'est de standardiser un nom qui sera disponible partout. La première proposition, c'était d'utiliser global, parce que c'est le plus logique, et c'est celui qui est utilisé dans Node, donc ça aurait été déjà quelque chose de connu. Le problème, c'est qu'ils ont essayé de le faire. Donc il y a Firefox qui l'a implémenté dans sa version Nightly. Et immédiatement, ils ont remarqué que ça cassait, je ne sais plus quel site, un gros site. Un gros site qui utilisait une vieille version de la librairie Moment, qui faisait une mauvaise vérification de la présence de cette variable globale en fait. Du coup, pour cette raison, pour cette unique raison, ça n'a pas été gardé. Et finalement, ça a mis plus d'1 an avant qu'on arrive au proposal actuel qui est d'utiliser le nom Global 10, qui est en train d'être implémenté dans tous les navigateurs maintenant, et dans Node.js, mais qui n'est pas encore supporté. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Je tiens à dire que c'est très moche. J'étais pas au courant en fait. Je pensais que c'était toujours global moi. Enfin, j'étais pas dans le délire. J'avais pas suivi qu'ils avaient du coup c'était pas possible à cause. J'avais bien eu oui dire, mais entre tous les smooches et les trucs qu'on a eu récemment, j'avais pas suivi cette histoire. Ah mais rien en fait le fait que ce soit qu'il y ait besoin de 2 mots, tu vois, que ce soit camel case. Je trouve que ça va pas pour un truc que tu peux utiliser beaucoup ou pas quoi. Rien que ça, je trouve ça horrible quoi. Il y a eu beaucoup de propositions, elles étaient pas, il n'y en avait pas vraiment de très bonnes. En plus, je crois qu'il y a eu une ou deux bonnes idées, mais
le problème, c'est qu'après, il y a des trolls qui se sont mis à créer des packages qui utilisaient ces noms pour que ce soit pas possible. Je sais pas, bah justement, tu parlais de Smoosh avant, il y a quelqu'un qui avait fait la même chose. Qui avait dit ah bah Smoosh c'est un nom qui est moche, donc pour éviter qu'on le mette dans le Je vais standard, faire un paquet avec Global 10. voilà, alors. créons-le. Non, mais tu Non, vois, mais genre, il suffit pas que tu crées le paquet, il faut qu'on Non, qu'il soit non, mais utilisé je après. sais. Ouais. je sais, mais tu vois, genre l'idée de reprendre un qui est déjà utilisé self ou ben, global, il y a un bug sur un site qui utilise une vieille librairie, du coup je trouve un peu Ouais. con de prendre, de prendre ça en compte, tu vois, mais enfin, pour moi il faut un mot en fait, genre cœur, tu vois, enfin corps, tu vois, Ouais, je suis ou, d'accord. ou genre tu fais JS point, et puis au final, bah ça sera, imagine c'est la racine du JavaScript et tu définis un truc en global à la racine et du coup tu peux utiliser partout, ou core point parce que c'est le cœur de JavaScript, enfin j'en sais rien, mais avoir deux mots. Et en plus, Global 10, enfin, non, je trouve ça horrible. ou genre, ce qui est beaucoup utilisé, c'est VM aussi, tu vois. VM point. Ou j'en sais rien, parce que ça tombe dans une Alors VM. il faut faire attention à pas utiliser des noms qui risquent d'être D'être pris ailleurs, d'être ouais. déjà ouais, pris mais- surtout en mode non strict. ouais. Euh, Mais je suis assez Mais déçu si ça passe. Et après, je pense que ça va passer. Ah, c'est passé, hein, je crois. Ça, ils l'ont voté et ça va être Moi, implémenté sous ce après, nom-là. bon, après, de toute façon, moi, enfin, après, Bon, j'ai c'est quand pas même le beaucoup de truc respect pour, quand même beaucoup de respect pour les mecs qui font ces trucs-là parce que enfin, c'est pas facile non plus, tu vois, par rapport avec MaScript et par rapport aux engagements qu'il y a sur le fait de pas break, pas break ce qui est existant, quoi. Et donc, je peux comprendre que C'est difficile. c'est pas facile, c'est difficile, quoi. Genre, Ah, donc, 100%. Il y c'est un aura peu jamais- comme les private accessors, enfin, je pense qu'on va les voir après, Ouais. on en reparlera. Mais... Donc, si ça va vers le mieux, enfin, si ça nous permet d'avoir un global unifié, c'est vrai que c'est pas terrible comme dit le nom, mais Yes. De toute façon, tu feras jamais tout le monde heureux, quoi. C'est ça. toujours un type, voilà, t'as toujours un Romain qui va venir en disant, ah, c'est moche, le terme, tu vois. Ouais, Alors, voilà, la c'est fonctionnalité, moche. elle est bien, mais le terme est moche, quoi. Du coup, non, je veux pas. Enfin, tu vois le truc, quoi. De toute façon, c'est pas comme si tu vas utiliser ce mot partout dans ton code. Ça sera, C'est ça. ce sera des cas plutôt rares. Et voilà. C'est ça. Je pense que c'est surtout utile pour ceux qui font des libs à moitié génériques entre front et back. Je pense que ça Bah, va être ouais. utile. Bah après, est-ce que les self ou ou le global de nôtre va être déprécié ou ils vont être gardés comme tel et puis en fait le global V c'est juste si tu veux faire du multiplateforme. Je sais pas si tu Ouais. sais. Ils vont tous être gardés, je pense. Ah ouais, donc au final si tu fais une librairie Node, tu gardes global quoi, tu te casses pas la tête. quoi. Ouais, si tu t'en fous de la compatibilité Ok. avec le navigateur, ouais. Ok. Ensuite, on a import. Import en tant que fonction, aussi appelé dynamic import. Voilà. Je crois que Bon lui plus simple, déjà, on c'est- peut utiliser partout je crois. Ouais, je C'est crois le truc qui est qu'avec utilisé Webpack et partout avec autres. Webpack. Ouais voilà. Code splitting et tout, lui il est partout déjà. Donc celui-là, il était inévitable et puis il va arriver. Elle n'est pas encore sur Node, il me semble. Non, mais sur Node, on n'a encore pas du tout les modules. Ouais, Et, pas encore. Je sais pas quand on va les avoir. Jamais. Yes. Je pense qu'il faut en tout cas pas attendre quelque chose de fonctionnel avant Node 12. Ouais, C'est pas grave. Nous 12 ça arrive dans 2 mois, non? Non, Node 12, ça arrive dans 7 mois. Ouais, ça va. Au pire, on a le package de John Dalton en attendant. Tu sais, c'est de la communauté, on se dire oh, 7 mois, putain, dis donc. Claquement de doigts, on est dans 7 mois, quoi. Il y aura déjà Adonis, c'est bon, quoi. Mais c'est vrai, il y a le package de John Dalton. Ouais, de Dalton qui est très bien. Ouais. Donc Ça voilà, va être import, cool, ça. pour l'instant, c'est supporté seulement dans Chrome. Mais du coup, là, quand tu dis import, on est d'accord que c'est le import asynchrone. C'est le import avec Voilà, les parenthèses. Voilà, import, c'est pas les modules ESM. Donc, limite, ça pourrait être importé dans Node sans avoir encore les modules ESM. Non, parce que
c'est intimement lié au fonctionnement des modules ESM. Ok. Je pense qu'en plus ça va revenir sur le import.meta. Enfin, voilà. Ouais. Donc on va parler Non, justement de Voilà. import.meta. Ben, que- à vous, t'as essayé d'en avancer. Ça, c'est toujours pas standardisé, mais bon, ça va arriver. Voilà, j'essaie de trouver un exemple qui a un sens, parce que, bon, pour l'instant, dans import.meta, en tout cas dans le browser, il y a seulement la propriété URL, qui retourne l'URL du module. Chose qui, c'est intéressant, mais en fait, jusqu'à ça, donc dans le JavaScript qui est pas dans un module ECMAScript 6, c'est quasiment impossible de savoir quelle est l'URL de ton fichier JavaScript. S'il est ajouté dans la page, et que tu connais son nom, tu peux encore utiliser les API du DOM pour aller passer en revue toutes les balises script qui sont présentes et puis regarder celle qui contient ton fichier. Mais autrement, voilà, je trouve que ouais, import.meta.url c'est super intéressant juste pour être capable de savoir quelle est l'URL de ton module et en l'occurrence pour pouvoir créer par exemple un worker depuis une librairie sans avoir besoin de connaître le chemin où se trouve la librairie sur le site web. Donc je sais pas si vous avez d'autres idées où cette propriété peut être intéressante. Pas comme ça, là. pas sur le... Après, import.meta, du coup, c'est un objet, au niveau du standard ECMAScript, c'est uniquement défini comme étant un objet qui est unique pour chaque module et qui peut contenir des propriétés qui dépendent de l'environnement. Donc dans un navigateur, on a URL, dans Node, on aura aussi probablement URL, mais on aura peut-être d'autres... Paf, paf. On aura sûrement les remplacements de dirname et tout ça, quoi. Pas forcément, ça c'est en discussion parce que ce sera possible de les dériver de l'URL. Ouais, d'accord. Mais c'est possible qu'on ait par exemple import.meta.require pour utiliser la fonction require qu'on a dans les modules CommonJS. Je pense que moi, c'est un des premiers trucs où je me suis fait avoir. J'ai transité un code et j'avais un gros dirname. Ah, bizarre, ça marche plus. Ouais. La solution que moi j'ai adoptée, c'est de créer un fichier à côté qui est écrit en CommonJS et qui fait module.export égale dirname et puis de l'importer après. Le petit hack. Voilà, a priori c'est disponible déjà dans Chrome et Firefox. Là on va parler de quelque chose d'assez gros. Sans jeu de mots. Oui. BigInt, c'est un nouveau type qui est ajouté au langage. Ça arrive pas souvent. Je crois que c'est jamais arrivé après la création du langage. Et symbole, si. Ah oui, symbole, bien vu. C'est un nouveau type plutôt utile, parce que symbole, personnellement, j'ai rarement l'utilité. Je pense que les 3/4 ne savent même pas à quoi ça sert. Ouais. Franchement, je fais un symbole tous les 3 ans. Tu peux faire des singletons avec, hein. Donc, Ouais, intéressant, je savais pas que BigInt c'était un nouveau type par contre. ouais. Donc voilà, c'est un nouveau type qui permet de créer des nombres entiers, Grand. des nombres arbitrairement grands, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune limite à part la mémoire que vous avez sur votre machine. Enfin, en l'occurrence, dans Node et Chrome, la limite c'est 2 Go. Donc c'est-à-dire 2 Go de bits utilisés pour stocker la valeur du nombre. Je sais même pas combien ça fait de... Enfin, quel nombre gigantesque ça peut créer. Mais bon. Donc voilà, la syntaxe c'est d'écrire le nombre avec un n à la fin. Un side effect de l'apparition de ces nombres, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, je crois. C'est que certains opérateurs maintenant peuvent lancer une exception. Et tous les opérateurs mathématiques, en fait, si vous les utilisez entre un nombre qui n'est pas un BigInt et un BigInt, ça va faire une type error.
Le but étant de ne pas faire d'erreur, de ne pas commencer à mélanger les deux et à se retrouver avec des fautes de calcul. Mais du coup, 4n, là, ça vaut 4. Oui, 4n, ça vaut 4, mais okay. dans le type big int. Oui, ok. Non, mais c'est pas genre n, ça veut dire déjà 1 million, 4 000. Non. Ok. Donc, ouais. Donc, pour faire des calculs avec des big int, il faut des big int des deux côtés des opérateurs. Tous les opérateurs mathématiques fonctionnent, par contre, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Les opérateurs de bitwise aussi fonctionnent. Donc voilà quelque chose qu'on peut faire avec big int et pas avec un nombre standard. Donc le nombre qui est écrit ici, c'est number.maxsafeinteger plus 1. Donc je fais number.maxsafeinteger plus 1, donc plus 2, et on voit que il n'y a aucune différence. Donc ça c'est dû à la façon dont les nombres sont stockés en JavaScript, qui s'appelle je ne sais plus comment. C'est pas grave. C'était une spécification des nombres à virgule flottante. Du coup, les big int n'ont pas cette limitation. On peut dépasser maxsafeinteger et aller aussi loin qu'on veut, du moment qu'on a assez de mémoire. Mais du coup, je sais pas si tu sais, mais est-ce qu'il y a une différence au niveau de l'empreinte mémoire ou de temps d'exécution si tu fais 3 x 4 ou 3n x 4n? Je n'ai pas testé. Je pense qu'il y a une légère différence, oui. Ouais. Je pense parce que déjà tu es sur une opération, enfin c'est quoi? C'est des 64. Enfin bref, il y a forcément une différence puisqu'au niveau de la plage d'allocation mémoire, les big int, c'est plus grand. Ouais. C'est surtout, le truc c'est que les big int, ils sont comme dit la spécification, ils sont arbitrairement grands. Donc le nombre de bits qui sont utilisés pour les représenter est variable. Et du coup, tu peux pas facilement optimiser les calculs avec ces nombres. Donc on peut dire aux gens qui nous écoutent que c'est pas genre c'est la hype, je vais passer tous mes nombres en big int. Non, effectivement, ça va pas rendre votre code plus rapide, ça va probablement le rendre plus lent. Voilà, donc c'est que dans des cas très précis. C'est vraiment si vous devez travailler avec des grands nombres. Et là, j'ai fait un exemple 2 puissance 512, voilà, ça donne ça. Kaboom! Ah, j'allais avoir mal aux yeux. Maintenant, on va parler d'un très grand sujet. Parce qu'en fait, il est étalé sur 3 proposals différents. Et chaque proposal a plusieurs features. Donc voilà, allons-y. C'est tous des additions sur les classes. Donc on va commencer par un exemple qui est valide en ECMAScript actuellement. Donc, ah bon? Attends, vas-y. Je crois. Non, il me semble que c'est que via Babel. Hein. Mais qu'il est utilisé dans tous les frameworks JavaScript par contre. Non, l'exemple que j'ai mis à gauche, c'est du JavaScript valide. Oui, non, pardon, vas-y, je te pas. Vas-y. C'est pour quelque chose que si vous faites du React, vous avez sûrement écrit quelque chose qui ressemble à ça. Donc c'est juste pour illustrer en fait une autre façon, voilà, qu'on peut faire via Babel effectivement, qui est d'initialiser des valeurs d'instance en dehors du constructeur en fait. Donc je sais pas s'il y a autre chose à ajouter là-dessus. C'est quelque chose qui est assez populaire. Donc, on peut mettre statique aussi devant, peut-être préciser. Mais... ouais, c'est un autre proposal, ça, justement. Ah bah. Vas-y. Donc celui-là, c'est celui qui s'appelle Public Instance Fields. C'est très pratique si jamais. Hein. Ça vous évite de faire un call sur super juste pour rien. Voilà. Parce qu'il faut savoir que super, on est obligé de l'appeler si on accède à this. Voilà, c'est ça, dans votre constructeur. Donc, c'est bien. C'est équivalent, hein, par contre. C'est exactement la même chose, là, les deux codes. Voilà, bah, pour l'instant, c'est supporté par Babel, et je crois qu'aucun navigateur ne l'a implémenté.
Ensuite, on a les private instance fields. C'est à peu près la même chose, sauf que la syntaxe est un peu différente et ce qu'on peut faire avec l'objet à la fin est totalement différent. Donc si on regarde l'exemple de gauche, c'est quelque chose qui peut être souvent rencontré en JavaScript. C'est qu'on a envie d'avoir une valeur qui est privée dans la classe. Et par convention, on va mettre un underscore devant le nom et on va pas la documenter et on va demander aux gens de ne pas l'utiliser. Et d'utiliser uniquement l'API là qui est en l'occurrence increment et getValue. Dans la pratique, tout ce qui est exposé est utilisé. C'est une règle que dans Node.js on a dû apprendre à accepter. C'est vrai. On peut pas C'est enlever triste. ce qu'on veut, même si c'est pas documenté, même si c'est privé, même si c'est pas censé être utilisé, les gens l'utilisent parce que ils ont un cas hyper particulier qu'ils arrivent à régler en utilisant une API privée. Donc voilà. Pour remédier à ça, donc il y a cette proposition d'ajouter des membres privés à une classe. Ça se fait via cette syntaxe avec un dièse. Donc en fait tous les membres doivent être définis comme on a value égale 0 au début. Ils doivent tous être définis dans le corps de la classe. Ils n'ont pas besoin d'avoir une valeur. Donc on pourrait écrire dièse value. Du coup il aurait undefined par défaut. Et ces membres privés... Il aurait undefined ou nul? Bon, je ne connais pas la réponse, mais je pense que c'est undefined. je pense. Ok. Ce serait bizarre qu'il soit nullable. Ouais. Ouais. Mais en soi, il est défini. Donc il n'est pas undefined, tu vois. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Je te laisserai aller regarder dans le texte de la spécification, c'est sûrement documenté. Ouais, partir sur un débat. En fait, C'est il ça est qui est défini pas pour avoir la valeur nulle ou undefined, il est défini pour que tu puisses l'utiliser après dans les méthodes. Parce que l'idée c'est que ces fields ils existent vraiment, ils ont une place en mémoire qui leur a été préparée. Et je pourrais pas par exemple dans increment aller chercher this.dièse autre chose si je l'ai pas défini plus haut. Yes. Voilà, donc à part ça, donc c'est des champs privés, donc qui sont accessibles uniquement par les méthodes qui sont définies dans cette même classe. C'est pas non plus disponible dans les classes filles. Si on a quelque chose qui extends counter, il n'a pas accès à value. Du coup, si tu as terminé sur cette proposal-là, Ouais. j'ai deux questions. Alors une qui va paraître drôle. Hein. Est-ce que tu sais s'il y a quand même moyen d'aller chercher ou d'appeler la méthode privée depuis l'extérieur? D'aller chercher ce value depuis l'extérieur? Ouais. Je ne sais pas. C'est par exemple en Ruby, ils ont des privés comme en PHP ou autre, privé quoi. Mais t'as un moyen quand même, en passant par des API spéciales et tout, de faire un appel. C'est dégueulasse le code que tu dois faire, mais tu peux le faire, tu vois. Si jamais vraiment t'as besoin d'aller ou même de réécrire la méthode avec un monkey patch ou autre. Je ne sais pas, on peut vite aller regarder. Moi j'ai un peu suivi, je pense que non, la réponse c'est non, parce que C'est non, ouais. celui qui l'implémente, et j'ai suivi un peu parce qu'il a tweeté à propos de ça, Ouais. je pense que le mec il fait ultra attention à ce que vraiment c'est privé quoi, il y aura plus moyen d'accéder à la variable. Zéro moyen quoi. Ouais, c'est le but, cas, c'est vraiment le but. Il y a eu un cas détecté et bon ils l'ont corrigé directement, en gros donc c'est dans l'objectif. Parce qu'aujourd'hui, tu peux déjà émuler un sorte de private avec soit un symbole, soit avec une weak map ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais bon, c'est pas réellement privé, mais ça permet notamment d'éviter que le mec puisse voir directement dans ton objet les éléments, quoi. Alors de pouvoir les interagir. Ou alors il est obligé de faire un onReflect onKey, faire des trucs un peu plus barbus, quoi. Mais Là, la spécification est énorme. Énorme, voilà. On va pas la lire. Non, mais c'est vrai qu'il y a un cas que moi je vois où ce serait super intéressant de pouvoir y accéder, c'est pour faire des tests.
Et Bah, je sais pas comment ce problème-là sera réglé. Ça, en PHP, on le faisait d'une manière très simple, mais on a beaucoup de méthodes protected. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, on faisait une classe étendue. Et les méthodes étaient publiques, puis ils appelaient les méthodes protected, Ouais. tu vois. Et Tout bête. c'est quelque chose qui est similaire Bah, au le truc, c'est friend que class en C++. j'ai aucune idée alors. Mais par contre, là, c'est privé-privé, mais est-ce qu'il y a est-ce que c'est prévu de faire des protected aussi ou je sais pas. Je ne crois pas. Non, j'ai pas vu Ouais, quoi ok. que ce soit qui en parle. Après, j'ai plus vu si c'était hérité. Enfin, je crois que c'est pas hérité sur la chaîne de prototype. Enfin, je sais pas. Ouais, justement, c'est privé-privé là. Ouais, c'est vraiment Parce que justement, privé. C'est syntaxique, hein, je crois vraiment. C'est-à-dire que Ouais. c'est seulement les méthodes que tu définis dans class counter qui peuvent accéder à value. Si après tu vas faire counter.prototype. Je sais pas quoi, et que dans cette fonction-là tu vas essayer d'accéder à this.value, tu pourras pas. Ok, donc c'est un peu, c'est caché vraiment pour que ça soit que la classe qui ait accès, et même si tu essayes d'augmenter le prototype de la classe, tu peux pas quoi. Ouais. Ok, parce que justement on conseillait, quand je faisais du PHP de mettre un. Oula. Bah, Erwan, Alors là, Erwan, oula. Ah, merci. On conseillait justement de mettre un protected au lieu d'en priver les méthodes pour qu'on puisse faire ce système de j'ai de temps et puis je peux tester mes méthodes Ouais. quoi. Mais Bah, ce sera intéressant de voir comment ça serait utilisé règle, quoi. ouais. Ouais, ok. Pour l'instant, il n'y a aucun support et je sais pas s'il y a un seul navigateur qui a prévu de l'implémenter dans un futur proche. Ouais, à voir comment ça va aller avec les Babel et TypeScript qui mettent private avant eux quoi, comme les autres langages. C'est vrai tout cas, que je sais que l'implémentation côté V8 elle doit être bien avancée puisque ça a tweeté déjà il y a quelques mois sur les premiers tests. Enfin, il doit déjà y avoir un flag, hein, il me semble, côté V8. Tu crois? C'est Satya qui travaille dessus. Je suis Parce tellement au fond dans les tweets. S'il y a un flag, on peut vite aller voir. En tout cas, là, je peux aller rapidement sur une version de Node avec V8.7. Donc, si vous voulez savoir les flags que V8 propose, vous pouvez faire Node -v8 flags. Non, attends. V8 options. Voilà. Ça va vous imprimer une énorme liste. Parce qu'il y en a beaucoup. Parce qu'il y en a beaucoup, parce que la plupart ils sont utilisés pour pouvoir faire des tests unitaires chez eux. Mais après, on peut simplement filtrer en mettant Harmony. Parce qu'en général, tous les flags qui sont liés à des features de JavaScript, ils ont un préfixe Harmony. Et donc là, on voit que on a les class fields. Les statiques. On a les static fields. Et on a public et private fields. C'est quoi le public du coup? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Ok, il faudrait tester. Donc c'est effectivement possible dans Chrome Canary, je pense, d'activer toutes les features expérimentales et de tester. Les public fields, je crois, c'est juste le fait de pouvoir les déclarer comme les private en fait. Ben non, c'est le class field ça. C'est le class field qui est en haut. Ouais. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Mais bon, peut-être qu'il faut activer plusieurs flags en même temps pour. Ouais, peut-être. Ouais, je sais pas. Class field permet d'activer public et privé, peut-être. Ouais, je sais pas. Bon, on s'en fout. Ouais, au final. on s'en fout. Mais si vous voulez expérimenter, ben, vous pouvez dans Chrome Canary en tout cas. Donc après on a les méthodes d'instance privée. Donc ça c'est le même principe que les fields, sauf que c'est pour les méthodes. Donc c'est la partie init là. Je crois qu'il n'y a pas grand chose de différent à part que non. Enfin, moi j'attends quand même beaucoup ça. Enfin, sachant que moi, personnellement, le code est invalide là. Le code est invalide. Le get value il fonctionne? Ah non.
Bien vu. Oh, vas-y, Frax. Ouais, non, je disais ça, c'est quand même une feature que j'attends de ouf. Même s'il y a les guests, d'ailleurs, moi je m'en fous totalement parce que venant de Lua ou de Pearl 5, moi j'en suis plus à ces détails-là sur les caractères bizarres. J'ai déjà donné quoi. Mais... Parce qu'en Lua et en Pearl, laisse tomber, genre c'est des trucs trop chelous. C'est dans le même style. Mais ouais, non, mais ça va être quand même pas mal utile. Moi, j'ai beaucoup de classes où à chaque fois j'ai envie vraiment de restreindre des choses à l'utilisateur final, ou pas, peut-être pas totalement, mais il y a plein de trucs comme ça. Où... Après, si t'es compréhensif, tu vois, si tu fais une lib open source et que t'es compréhensif, ça va. Genre, si le gars il te dit j'aimerais bien accéder à ça, tu peux faire un getter ou un truc comme ça. Le mec te dit ok et te le fait, ça va. Mais si t'as besoin d'accéder et qui n'accepte pas, t'es un peu dans la merde, quoi. C'est le souci que je vois. Et que j'aimais bien à l'époque où t'avais le underscore qui faisait que tu sais que ça peut péter à tout moment parce que t'es pas censé l'utiliser. Mais tu peux, tu vois, dans un doute, t'as quand même accès pour hacker la librairie, quoi. Complètement, tu vois, mais en fait, moi, je vais te donner un exemple, tu sais, vu que je travaille sur Stream.io et que je suis plutôt orienté embarqué, tu vois, donc en fait, la contrainte n'est pas la même que sur un service classique, tu vois. Ouais. C'est que, par exemple, j'ai ma classe config qui va nous permettre de charger les configs qu'on a sur le disque, et on veut s'assurer à tout moment qu'en fait, on fait des vérifications pour vérifier que les configurations ne sont pas corrompues. Et à aucun moment, tu vois, je veux laisser le développeur accéder en fait à l'objet final en fait pour le modifier à la main parce que ça veut probablement dire qu'il peut le corrompre de lui-même, tu vois. Ouais. Et du coup, dans la classe en fait, moi j'ai réémulé avec un symbole justement pour ne pas laisser l'accès direct à cette propriété. Comme ça, il est obligé en fait de passer par le getter-setter qui valide des choses, quoi. Qui valide des choses, tu vois, mais c'est quelque chose d'important parce que sinon, nous, ça peut corrompre une configuration sur disque. Enfin, tu vois, genre, l'approche n'est pas la même, mais du coup, ça devient dans ce genre de cas ça devient super utile. Ça devient super utile, quoi. Ouais. D'ailleurs, est-ce que vous savez si le constructeur pourrait être privé? Toi, t'es fort pour poser les questions où on n'a pas la réponse. Hein. Non, mais je me pose juste la question. Ça peut être pratique, mais du coup, si vous n'avez pas la réponse, mais le constructeur, ça voudrait dire quoi? Que t'as pas le droit de faire new avec ta classe? C'est ça. Et comment tu l'instancierais du coup? Avec une méthode, par exemple init ou create ou instance ou comme tu veux, qui va faire pas mal de choses peut-être avant. Et par exemple, ce qu'on fait avec les singletons dans d'autres langages, qui va appeler elle en interne le constructeur et qui va stocker l'instance dans une variable statique, privée aussi. Et du coup, chaque fois que tu appelles cette variable, ça va récupérer l'instance et elle a déjà été instanciée. Je vois. Et c'est très utilisé je t'encourage à créer un proposal pour private constructors. En soi, c'est pas vraiment utile vu que les modules sont cachés. Tu fais un export de new ta classe et ça revient au même. Ouais. Mais pour moi, je trouve ça plus joli et plus compréhensible syntaxiquement de faire un singleton à la manière que tu le fais en Ruby ou en PHP ou autre, quoi. Mais ouais, ça m'intéressait, quoi. Ok. Finalement, on a le troisième proposal qui est pour l'équivalent de ce qu'on vient de voir, mais en statique. Donc là, j'ai encore pris un exemple avec React, où on définit nos prop types sur la classe message séparément. Et avec un static field, on peut le faire directement dans la définition de la classe. Ça prend pas moins de lignes, mais c'est un peu plus propre. Tout est ça fait moins hacky, contained. Ouais. Ça fait moins genre mélange ES5. Exactement. Ça, genre, on n'est plus en prototype, mais bon, voilà, faut quand même. Ce qui manque plus que c'est les décorateurs maintenant officiels, validés, puis c'est parti. Et bon, puis il y a la même chose avec les private static methods. C'est un exemple que j'ai copié plus ou moins en le simplifiant de la spécification parce que moi personnellement je trouve pas que c'est hyper utile d'avoir une méthode statique privée. Mais on peut. Mais bon, voilà. Si jamais quelqu'un en trouve l'utilité, c'est possible.
Ce que je trouve surtout bizarre, tu vois, c'est qu'il faut appeler example point la méthode. C'est du statique, quoi. C'est du statique. Mais Bah comme après, t'es à ça peut être l'intérieur, utile, hein. ça pourrait être fait d'une autre façon. je Ça sais pas. peut être pratique. Après, bon, la méthode, s'il a besoin de faire du traitement, pourquoi pas, tu vois. Mais c'est toujours pratique vu que c'est partagé entre toutes les instances de example. Après, bon, il faut en avoir l'utilité. C'est rare qu'on ait voilà. l'utilité de ça. En fait, Voilà. l'exemple là montre l'utilité, c'est si ta méthode statique doit pouvoir modifier un champ privé de ton objet. Mhm. Parce que ça lui donne accès à ces valeurs-là. Si t'as pas besoin de modifier des champs privés, bah tu peux définir une fonction en dehors de ta classe, ça fonctionne très bien. Ouais. Voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, il y a encore un autre exemple avec les static private fields. Peut-être un peu plus utile ceci. D'ailleurs, attends, je vais poser une question que personne ne saura répondre. Non. En gros, actuellement, on peut appeler, par exemple, là, pour le red, blue, green, on pourrait faire un color finder brackets et puis on met name, par exemple, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Est-ce que du coup, si on fait ça, il prendrait pas en compte les champs privés? Est-ce qu'il faudrait qu'on fasse genre un string où on met un dièse devant name? Ou il y aura un moyen. Je crois que tu ne peux pas dynamiquement accéder à un champ privé. Ok, ouais, ça serait. Je vais me renseigner parce que ça pourrait être Mais utile. je suis pas certain. Ouais. Bon, on a fini pour le tour des classes. En même temps, si tu pouvais accéder dynamiquement, j'ai fait une full boucle, alors je vais tester des possibilités. Non, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas utiliser une chaîne de caractères. Tu vois, dièse chaîne de caractères. T'es obligé de mettre Ouais, statiquement dans ton code ouais. source le nom. Mais t'es sûr? Non, je suis pas sûr. Mais Parce j'ai pas vu que d'exemple où c'était on peut dynamique. appeler des méthodes en PHP. Je sais jamais si c'est en JavaScript, mais on peut appeler des méthodes avec une composition de string en fait. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que, imagine, t'as une méthode qui s'appelle color, voilà. Et après, tu reçois en filtre, par exemple, en paramètre, genre color by name by machin. Et ça a composé une méthode color by name et puis ça l'appelle. Tu vois. Ouais, oui, en JavaScript, tu peux faire ça. Bah, du coup, tu pourrais peut-être aussi accéder au. Bah, je sais pas, tester. Ouais, peut-être. C'est une question ouverte, mais j'ai vraiment vu aucun exemple dans tous les proposals où les valeurs étaient Ouais, dynamiques. j'avoue, j'en avais pas vu non plus. Il est chiant, Romain, il pose tout le temps des questions. Array.prototype.flat, et je crois que justement c'était ça qui a amené au truc du smoosh. Ouais. Parce qu'à la base ça devait s'appeler flatten. Parce que c'est un verbe en anglais, flatten. Et je ne sais plus pour quelle raison flatten n'a pas pu être pris. Pareil, s'il y avait un problème avec une lib sur le web, je crois, ou Ah, il y c'est la avait même quelque chose, hein, ça c'est le même principe. Voilà. C'est le dash, ça. C'est parti en couillon, c'est parti Non, en c'est pas couillon. le dash. peu de temps. Voilà, et du coup il y a quelqu'un qui a fait une blague en disant ouais on a qu'à appeler ça smoosh, et il y a des gens qui ont pris ça au sérieux, et, et c'est parti sur des pétitions sur non, ne l'appelez pas smoosh, des menaces de créer des modules qui utilisent ce nom-là, bref. Ça va loin quand même. Du coup ils sont allés un peu moins loin et moins drôle, ils ont appelé ça flat. Le principe, bah, c'est de prendre un tableau qui contient potentiellement d'autres tableaux et de l'aplatir plus ou moins profondément. Si on appelle flat sans argument, ça revient au même que de l'appeler avec la valeur 1, et donc ça va enlever un niveau de tableau. Donc ici on a le 1 qui se retrouve tout seul, comme le 0. Si on appelle avec 2, bah on passe avec un niveau supérieur. Et ainsi de suite. On peut passer infinity, et du coup bah on a au final un array qui contient que des valeurs primitives ou des objets, mais plus aucun tableau. Plus besoin d'utiliser le rest opérateur. Ah, le spread. Ouais, le spread opérateur qui peut être utilisé si tu sais que tu as un seul niveau, mais... Non, mais justement, c'est méga après, pratique le ouais. flat. Là, c'est méga pratique, mais
Personnellement, Si tu je contrôles. vois pas dans quel cas j'en aurais besoin. Je serais curieux de voir d'avoir un exemple où vraiment t'as un nesting qui est illimité, tu vois, enfin, plus que 1. De toute façon, t'avais l'audace, quoi, au pire. Voilà, et flat Oui, map, alors, du coup, franchement, je vois encore moins l'utilité. Parce que, en gros, c'est un map suivi d'un flat. On voit que on gagne peut-être, je sais pas, 5 caractères pour avoir exactement le même résultat, mais bon, voilà. Ça fait partie du proposal, il y aura forcément les deux ensemble. Donc le proposal pourrait pas être split en disant on accepte flat, il mais on pourrait, n'accepte pas mais flat. bon, il est arrivé au stage 3 Ok. sous cette forme-là. Je pense pas que ça va changer. Ok. C'est intéressant, moi non plus, je vois pas trop. Enfin, j'ai pas de cas d'usage encore. Là. Bah, je trouve dommage de créer des méthodes type flatmat, enfin, alors que ouais, tu gagnes 5 caractères, quoi. Enfin, Moi, je trouve le deuxième plus clair à comprendre, le Enfin, deuxième, tu vois, que le premier, quoi. Ouais. Pour ceux qui pourront aller jeter un coup d'œil, moi je suis plutôt fan de la proposale qui a été faite sur la STD Lib. Enfin, en tout cas, enfin, le début de ce qui a été présenté, c'est une des nouvelles qui est tout en bas, stage 1, je crois, je sais plus, il y a un délire. Mais ils ont fait une proposale justement pour essayer d'implémenter une JavaScript standard librairie, enfin essayer de trouver une façon d'apporter justement un tas de méthodes comme ça, de pouvoir réfléchir tout ça, quoi, genre en mode un peu l'audace. De pouvoir avoir en fait un tas d'utilitaires. Ouais, un tas d'utilitaires, quoi. Et parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est de peut-être même, ils discutent peut-être même d'avoir quelque chose de connexe en fait au proposal pour dire si on veut évoluer des utilitaires à côté dans le langage. Ou... Je pense que ça sera peut-être une voie plutôt à explorer plus tard, tu vois, dans JavaScript, sachant que je pense que des fois, ça va devenir compliqué de rajouter des méthodes et peut-être pas forcément tant utile que ça quand on voit que tu as des grosses librairies, genre Lodash. Moi, j'utilise dans mon projet, quand tu as besoin d'une méthode, au pire, tu prends juste le package qui contient juste la méthode et c'est pas très. C'est pas le truc le plus impactant, quoi, finalement. Ouais, Après, tu peux mieux optimiser suivant comment, vu que ça peut être fait en C++ RR ou autre, tu vois. Ouais, forcément, oui, mais. Mais ouais, mais il y a plein de librairies, il y a Underscore, il y a Lodash, Collect.js qui c'est sympa et ouais, c'est vrai que tu peux au final. Le truc, c'est quand tu vois tout ce qui est possible, tu te dis en vrai, ils ont jamais fini d'ajouter des méthodes. Ouais, c'est ça que tu. Ouais, on voit que Lodash je sais pas si c'est la librairie qui a le plus de téléchargements sur NPM, mais bon, ça doit pas être loin. Ouais, c'est haut. Enfin, si, c'est dans les premiers, je crois. Bah, c'est surtout que c'est ça, quoi, c'est utile, quoi. Bah, après, il n'y a pas que l'Audash, tu as aussi l'Audash ES et tu as tous les sous-modules. Tu peux regarder le nombre de DL, quoi. Ouais, t'as plein de versions de Lodash en plus. Ouais. Et du coup, c'est clair qu'il y a sûrement quelques trucs là-dedans qui auraient un sens à être directement dans le langage. Ça éviterait de devoir avoir une librairie. Bah, comme map, filter et tout ça qui a été ajouté. Comment on fait mais c'est un proposal dont je vais pas parler parce qu'il est pas en stage 3, mais il y a aussi des méthodes qui sont proposées pour être ajoutées au set et aux maps. Parce que actuellement c'est vraiment hyper limité ce que tu peux faire avec ces. Oui, j'avoue que en fait des fois genre c'est même tu es un peu dégoûté parce que t'as le set et le map et tu veux l'utiliser mais t'as besoin de faire un truc et là tu te dis c'est dans Eurem mais c'est pas dans set et map, tu vois, et là tu te dis j'aurais voulu faire un filter ou ou bien t'as des sets, tu veux faire une intersection ou une union ou des trucs comme ça, puis tu dois commencer à écrire des spreads et des machins qui sont sûrement très mauvais, bien pire en performance que ce qui pourrait être fait nativement. Donc ouais, Flat et Flatmap c'est disponible dans Chrome et Firefox. Et bon, c'est en développement un peu partout. Ensuite on a Trim Start, Trim End sur les chaînes de caractères. Je vais passer très peu de temps dessus parce que c'est exactement la même chose que Trim Left et Trim Right qui existent déjà partout depuis longtemps. C'est juste que ces deux méthodes, donc Trim Left et Trim Right, n'étaient pas standardisées.
Et du coup ils se sont dit on va les standardiser, mais après ils ont remarqué qu'il n'y avait pas de start et pas de end. Et ils trouvaient pas Très bien. logique de standardiser trim left et trim right, donc ils ont fait trim start et trim end. Du coup on va se retrouver avec 4 méthodes au final, parce qu'il faut pas enlever celles qui existent pour des raisons de compatibilité, mais on aura les nouvelles qui font exactement la même chose mais avec un autre nom. Mais ils peuvent les déprécier ou ils ont pas envie de déprécier Non, ils peuvent pas. Ok. Ouais, bah non. Ouais, ce serait trop dangereux quoi. Il y a encore des features avec Mas 3. Donc... D'être technique. Pour dire ce que ça fait, il y a l'exemple ici, ça enlève. Ouais, ça trime à droite ou à gauche. Voilà, ça enlève les espaces d'un côté ou de l'autre. Ça me fait penser avec. Je suis en train de formuler des débutants, tu vois. Pourquoi il y a 2 méthodes? Je cherche pas à comprendre. Ça fait la même chose. La méthode match all. Donc pour expliquer ça, je vais prendre un petit exemple qui n'utilise pas la méthode. Je sais pas si vous êtes habitué à ce genre de code et si vous connaissez un peu les expressions régulières. Donc ici le but c'est de prendre donc la chaîne de caractères data et d'en extraire dans un tableau des objets avec d'un côté la couleur, de l'autre côté le fruit qui est associé à cette couleur. Donc l'expression régulière qui est ici, elle va matcher des lettres, une ou plusieurs lettres, suivi d'un tiret, suivi d'une ou plusieurs lettres. Donc on a par exemple Red Apple. Ensuite on a un espace, donc ça ne matche pas ce qu'on a ici. Donc cette expression régulière va matcher les trois fruits avec leur couleur. Pour créer ce tableau, il y a plusieurs façons de faire. Une qu'on voit souvent, c'est celle que j'ai montrée ici, c'est d'utiliser reg.exec qui a la particularité, si l'expression régulière a le flag global, de modifier un compteur, un index en fait, dans l'instance de l'expression régulière, et qui fait qu'à chaque fois que tu appelles exec, ce pointeur, cet index va avancer, et la méthode exec va retourner le prochain match. Donc c'est un pattern qu'on voit souvent, c'est de faire un while de cette façon-là, et en fait lorsque l'expression est arrivée à la fin de l'input, donc à white coconut, la prochaine itération va retourner nulle, et donc on va sortir de la boucle, et puis on aura terminé. Je sais pas si j'ai été Quand tu auras clair. besoin de le refaire une deuxième fois que tu réutilises la même regex, t'es dans la merde. Il y a plusieurs problèmes avec ça, c'est que justement cet index il est sur l'instance, donc potentiellement. Il est sur l'instance de la regex. Il est sur l'instance de la regex, donc c'est possible qu'il soit modifié par le code qu'il y a dans le while. En l'occurrence là c'est pas le cas, mais on pourrait imaginer quelque chose qui va appeler reg.exec une autre fois, ou enfin c'est un peu compliqué. Et le flag global a d'autres effets, je sais plus lesquels. En gros, c'est pas pratique. C'est pas Enfin, pratique. il y a des défauts. Et voilà, et c'est pas très joli d'écrire ça. Je pense qu'on est d'accord. Non. Enfin, soit dès que t'écris un while, pour moi, c'est. Je me dis, il y a un moyen Voilà. de le faire. Donc, match all, ça va ressembler à ça. Donc, on voit que l'expression a plus besoin d'être globale. Elle peut l'être, mais ça revient au même si elle ne l'est pas. Donc la méthode, elle est pas sur regexp, hein, elle est sur string. Donc on va appeler sur la chaîne de caractères matchAll avec comme paramètre l'expression régulière. Cette méthode va retourner un itérateur. Et à chaque itération, en fait, ce qu'on va obtenir comme valeur, donc le match, c'est exactement le même qu'on avait avec le reg.exec. Et donc on peut utiliser une boucle for off sur cet itérateur pour accéder à tous les matchs.
il fallait déstructurer. C'est le mec qui... Le gâche. Et puis d'abord, en Ares, ça commence à 0. Et maintenant, on a une feature regex pour Alors... des noms. Je vais pas entrer dans les détails, mais c'est pas une erreur hein, si je l'ai fait commencer à 1. À 0, il y a l'index. Il y a le match complet, non? Ouais, à 0, il y a le match complet. Donc il y aura Ok. Red Apple avec le tiret. Ok. Non, je trollais de toute façon. Non, par contre, c'est intéressant. Enfin, j'aime bien la nouvelle. Je crois C'est qu'elle est passée, beaucoup. Je trouve ça plus clair. Hein. Et en plus, bah, c'est plus de petit, quoi. Non, Ouais. mais de toute façon, c'était un problème. Le coup de la regex, Mhm. il y avait le last index, en fait. Ça foutait le bordel parce qu'à chaque fois, il fallait mettre la regex dans le bloc. Sinon, genre, si on le réinitialisait pas, en fait, on se faisait niquer, genre, au prochain code qui passait. Et, enfin, Ah ouais, c'est ça, c'est si tu sortais de la boucle avant que tu sois arrivé à nul. ouais, non, mais il y avait des problèmes, quoi. Ça posait plein de problèmes. C'était vraiment relou. Enfin, c'était quelque chose de pas intuitif en plus. Enfin, quand tu utilisais ça, tu te l'apprenais, mais tu te disais, mais pourquoi il y a un problème, quoi. Mhm. Et c'était pas clair, quoi. C'était. Donc là, tous ces problèmes, ils disparaissent, ils sont résolus. Voilà. Ça, je ne sais pas si c'est supporté par un quelconque navigateur. On peut vite regarder Sinon, ici. Babel. Bah, c'est pas de la syntaxe, donc Babel, peut-être qu'ils ont un polyfill, ouais, je sais pas. Je pense vois qu'ils pas. ont un transpiler. Ils ont beaucoup de transpilers, Babel, pour tout et n'importe quoi. Donc, ils ont même ça transpile PHP en JavaScript. Tu vois, donc. Après, Des sur plugins, les quoi. proposals, il n'y a pas marqué s'il y avait des tests ou quoi que ce soit, donc il ne doit rien avoir encore. Peut-être. Ouais. C'est pas... Et celui-là, je crois que je l'ai même pas trouvé sur le Mozilla Developer Network. Ouais, c'est tout nouveau, quoi. Mais lui, il est en stage 3 pourtant, non? Ouais, il est en stage 3, ils sont tous en stage 3, ceux que... Ouais, ceux qu'on a justement. vus. Il a dû passer récemment, je pense. Ouais, peut-être. Il doit pas être si vieux que ça. On verra, Euh, quoi. Là, on va parler de quelque chose très rapidement parce que c'est, je trouve, pas hyper intéressant. Je parle pas de la police. C'est beau, ça. Voilà, ouais. donc c'est juste un proposal qui rajoute description sur les symboles pour accéder à la chaîne de caractères qu'on avait passée en paramètres. Voilà. D'accord. Effectivement, la description. Est-ce que c'est utile? Voilà, je ne sais pas qui va utiliser ça. Peut-être des gens pour faire des unit tests pour vérifier que la description est correcte. Ouais, Ouais. que le nom du symbole soit comme attendu, peut-être. Je crois que ça c'est le dernier. Object.entries. .from entries. Bah voilà, donc il prend comme argument un itérateur. C'est très bien. Un itérateur qui va donc donner des entries, un peu comme ce qu'on a dans une map, c'est pour ça que l'exemple est fait avec une map. Et voilà. C'est OP, ça. Il existe déjà object.toEntries, je crois, ou un truc Non, du c'est- style. Ou object.entries Ouais. en fait, tout court. Ouais, je crois, ouais. Donc ça Oui, c'est juste c'est- l'inverse ça de laisse object.entries. Oui. Et non, mais ça c'est utile parce que c'est vrai que moi, en fait, il y a beaucoup de fois, ça me dégoûte de. Enfin, j'aime bien utiliser des maps pour plein de besoins comme ça. Et c'est juste qu'à la fin, tu te dis, il faut que je retransforme ma map en objet pour quelques besoins C'est ça. ou quelques sorties. Et j'avoue que le from entries, genre, c'est cool. Enfin, ça va servir, je pense, à plein de situations comme ça où vous voulez utiliser des maps. Ça va devenir, je pense, en incontournable prochainement, quoi. Enfin, c'est comme filter, ou map, enfin, trucs qui étaient pas là forcément il y a super Et je longtemps. pense que ça va de pair avec ce qu'on discutait sur les nouvelles méthodes qui arrivent aussi pour set et map. Enfin, je pense que ça va faire un tout en fait. Je pense que ça va être vraiment, enfin, on va vraiment beaucoup plus utiliser, avoir beaucoup plus de cas où ce sera intéressant de faire des maps et des sets en utilisant les nouvelles méthodes et des transitions plus claires, quoi. Puis surtout plus optimisé suivant ce que tu fais. Et les maps, d'ailleurs, V8, en tout cas, ils poussent vraiment les gens à les utiliser. Ils les ont tellement optimisés que pour utiliser, enfin pour faire des hash maps, tout simplement. C'est ça, hein. En fait, c'est beaucoup plus rapide maintenant d'utiliser une map qu'un objet, ce qui n'était pas le cas il y a peu de temps. En soi, on peut dire qu'une map, dès que tu veux avoir
une sorte d'objet, mais où tu ne connais pas les clés à l'avance. C'est un peu ça, non? Ouais, c'est une bonne On peut définition du truc. On peut résumer comme ça, je crois. Un objet dont on ça. connaît pas les clés et qui peut À l'avance, avoir voilà. un nombre indéterminé. Ouais. C'est ça, voilà. Donc si c'est un plus une config, là, tu vas plus utiliser un objet, vu que tu connais les clés à l'avance, tu vas pas forcément rajouter ou en enlever. Mais si tu connais pas les clés ou autres, en map, plus rapide, quoi. Surtout qu'en plus, c'est plus C'est- clair sur plein de points. Enfin, tu fais à point as, tu vois. Je veux dire, t'as pas de. Ouais, bah ouais. T'as pas, parce que même un objet, quand tu fais as zone property, il y a encore des soucis, il faut gérer. Ah non, moi je fais point la propriété égal undefined. Hein. T'es en mode balai, couille. Ah, grave. Non, mais même pas. Moi je mets void 0. Ça, je fais vraiment old school. J'adore Void le zéro. void 0. Et tu gagnes Ouais. 3 caractères. Hein. Ah, ça Non, va. mais c'était utile à Tu l'époque. donnes pas l'argument de undefined Non, peut être modifié. Bah, c'est plus le cas en fait. Donc non, il n'y a plus de raison d'utiliser void 0. Mais oui, à l'époque, undefined pouvait être modifié. On faisait void 0. Mais il y a quand même un côté swag à void 0. Bah, grave. Hein. Je sais pas, Et puis les conditions yoga aussi. Bien, c'est les conditions yoga. Ça. Bref. Ouais. Alors, on sera pas tous d'accord, je pense, pour les conditions yoga. Ah non, mais c'est déconseillé à mort maintenant. Mais moi j'aimais bien, hein, je faisais que ça à l'époque, mais je sais pas. C'est pareil. Genre, et Alexandre, il m'a dit oh non. Bon, et puis voilà, bon, quelques références sur lesquelles je me suis basé. Si vous voulez, on peut continuer. Hein, ou, On pourrait voir, genre, aller voir un peu il ce y a qu'il y a. 2-3 super intéressants, je pense, décorateurs. Et ça, bon, on l'utilise déjà un peu tous, mais d'une mauvaise façon, pas forcément bien, quoi. Mais les décorateurs, c'est encore d'actualité. Stage 2, ouais. Oui. Ils sont Ah, testés décorateurs. Ah, oui. Mais en fait, le truc, c'est qu'elle a été révisée plusieurs fois, cette proposal. Et le grand problème qu'ils ont, c'est qu'il y a des outils, type TypeScript, qui se sont basés sur la première proposal et qui ont sorti un truc. Et il y a beaucoup de frameworks, type Nest, JS, qui en fait se basent que sur ça. Et ce bah, n'est pas comme ça que ça va être en vrai. Et bah, le problème, c'est qu'ils ont déjà changé une fois et il va peut-être avoir d'autres changements. Et du coup, ben, ça pose un peu un gros problème, sachant que si enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire, tu vois? Parce que tu as des frameworks complets, tu as des langages, enfin, langage TypeScript en superset, quoi, complet, basé sur, enfin, complet, qui a cette features. Et comment ça va se terminer, tu vois? Je sais pas si c'est ça qui leur fait peur ou autre d'avancer plus loin parce que c'est très bien. Et en faisant du React, quand tu fais des HOC, donc des High Order Components, en gros, c'est comme si une injection de ton composant dans un autre composant pour que ça lui rajoute des fonctionnalités, quoi. Et ben, c'est dégueulasse de le faire si t'as pas ces décorateurs. Enfin, ça rend le code plus joli, quoi. Ouais, je suis d'accord. La composition, si tu dois faire plusieurs. Ouais, si tu dois faire des appels de fonctions dans des appels de fonctions dans des appels de Tu sais plus dans quel sens ça va. Ouais. alors déjà, t'as un code dégueulasse, voilà, on va pas se le cacher, et surtout que c'est beaucoup plus beau, enfin sexy. Moi j'aime bien dire que le code est sexy, c'est plus sexy c'est un décorateur, quoi. Et franchement, ça c'est un truc que j'attends beaucoup, surtout que pourquoi ça a pas plu. Franchement, non, mais franchement, les décorateurs, c'est quand même la grosse. En fait, je pense que d'ailleurs, c'est un des problèmes, c'est que c'est une grosse feature de hype. Enfin, je veux dire, je pense que ça va trop hype, je pense, justement. En fait, ça va nous impacter monstrueux dans le développement. Enfin, moi, je vois, ils vont implémenter les décorateurs, mais ça va trop me servir partout. Je vais partout, hein. Des trucs de ouf. Mais par contre, il y en a beaucoup qui n'ont pas eu la sagesse de se dire d'attendre. Il faut attendre, il faut encore attendre, il ne faut pas partir dans le principe de les. Mais pourtant, moi en prod, c'est pareil, à BNP, ils utilisaient tous des décorateurs. Je leur ai dit non, mais faut surtout pas faire ça. C'est dangereux, quoi. Bah, en soi, dès que tu utilises des stages en 2, c'est dangereux, quoi. C'est pas stable. Enfin, c'est peut-être pas stable. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose, c'est un problème qu'on va avoir aussi avec Node.js au niveau des modules. Parce que énormément de gens utilisent déjà la syntaxe des modules, même si elle est pas vraiment compatible avec leurs environnements. C'est-à-dire que je connais très peu de monde qui vraiment ont des modules qui sont exécutés dans le browser. Ils sont tous convertis avec Babel, Webpack et autres outils. Et du coup, il y a tout un écosystème qui s'est fait, et ça c'est surtout à cause de Babel.
qui s'est basé sur l'idée qu'on pouvait faire des imports avec des named imports, comme on dit, donc ces imports qui ressemblent un peu à du destructuring. Vous voyez de quoi je parle? Oui. Donc ouais, qu'on pouvait faire ces imports dans Node.js avec des modules qui sont pas écrits dans cette syntaxe-là. Donc on voit beaucoup de import, je sais pas, import component from React. Je vais peut-être l'écrire pour que ce soit plus illustré. Quelque chose comme ça. Or ça, probablement que quand les modules seront dans Node.js, quand ils seront plus expérimentaux, ce sera pas possible de le faire. À moins que React soit écrit, que la librairie React soit écrite avec des modules, mais c'est pas le cas actuellement, par exemple. Bah, en fait, tu utiliseras le point défaut. Enfin, là, enfin, c'est le problème des points défauts ou autres que les gens se plaignent, non? Parce Oui, que ça non, va pas rester vraiment. compatible avec CGS. Le problème de Node, c'est que en fait, tu vas probablement, ça peut encore changer, mais j'en doute. Tu vas probablement être obligé de faire ça. Ouais. Et même si tu fais ça, tu n'auras pas la même chose que ce que tu as maintenant en faisant ça. C'est-à-dire que maintenant avec Babel, ce serait plutôt ça que tu ferais pour avoir ce qu'il y aura dans Node.js. Ouais, tu dis vraiment en Node.js là. Oui, là je parle vraiment de Node.js. Ouais, c'est pas un Mais- bon exemple. mais- React mais- n'est pas un mais bon exemple parce que pourquoi c'est pas une librairie pour Node.js. Mais... Ouais. mais du coup, je comprends pas On va prendre pourquoi un- en fait. import. Pourquoi on pourrait pas exactement utiliser, j'ai pas trop suivi la même taxe que Franchement, les moi, modules. j'ai un peu lâché les modules. Browser, parce que quoi. ça a l'air tellement compliqué, les histoires Voilà. de mots, enfin, Ça, mais du a priori, ouais. ce sera pas possible. Ce que tu vas devoir faire, c'est import Lodash from Lodash et après lodash.xxx. Mais pourquoi justement? La raison, elle est en partie due à la spécification qui est trop stricte et qui interdit, en fait, qui oblige à créer la liste des exports avant d'exécuter le module. Donc, en gros, pour pouvoir faire ça, Donc les imports nommés seront pas possibles, quoi. ouais, les imports nommés dans un module CommonJS ne seront pas possibles. Mais quand tu dis En dans tout un cas, pas module par CommonJS, défaut. c'est-à-dire que Lodash là est CommonJS ou toi tu es dans un module Que Lodash est CommonJS. CommonJS. Les imports Ok. nommés d'un Ok. module CommonJS à partir d'un module je ES. sais pas, ES6. ESM. SM. ESM. Mais ouais, du coup, mais par exemple, là, si tu utilises Lodash ES, qui est la version avec les ESM, quoi, tu pourrais. Oui, avec le Dash ES, tu pourrais. De nouveau, c'est Ok. un mauvais exemple parce que le Dash a déjà prévu ça, mais la plupart des librairies que Oui, tu oui, non, utilises dans d'accord. Node.js, genre si tu prends Donc Express, si une librairie est CommonJS, tu peux pas l'utiliser comme si c'était une librairie ESM, quoi. voilà. Mais ça paraît logique en soi. Donc, oui, c'est logique et c'est obligé par la spécification. Le problème, c'est que la plupart des développeurs ne s'en rendent pas compte de cette limitation et ont déjà écrit énormément de code basé y a sur rien la que, mauvaise idée que... John Dalton, hein, il a sorti son module, il était chargé à mort longtemps, et puis... Ouais, voilà, par exemple, John c'est Dalton supporte les imports nommés. C'est un peu le même problème qu'on a avec les décorateurs, c'est quelqu'un n'a pas envie d'attendre et malheureusement bah, ça peut foutre la merde dans l'écosystème, quoi. Ouais, donc là je sais pas comment on va s'en sortir. Ça. Non, en tout cas, moi ça me stresse moins, je me dis ça va. Je pense que ça peut être pratique, quoi. seront mis à jour assez vite. Ouais, bah, je pense aussi. Je pense que ça va pas poser trop de problèmes quand les gens vont migrer. Par contre, pour donner un autre exemple qu'on a pour les décorateurs qui peut être très utile, c'est tu peux décorer une fonction avec un décorateur qui s'appelle par exemple déprécier. Et du coup, quand la personne va appeler cette fonction, ça va automatiquement lui console log que cette méthode est dépréciée.
et ça t'évite de taper en console.log dans ton code, quoi. Tu décores par déprécié. Ou tu en as aussi pour la memoization, je crois que c'est ça. Tu tapes memoize 5 minutes, voilà. Tu marques @memoize 5 minutes et ça va memoize ta fonction pour 5 minutes, quoi. Et c'est vraiment magique, quoi. Enfin, les possibilités sont énormes. C'est extraordinaire, quoi. Ouais. Mais après, moi, je me demande comment, au niveau de l'implémentation, comment ça se passe. Est-ce que tu as une idée? Tu sais comment celui qui implémente la méthode @bound, par exemple, qu'on voit ici, comment il le fait? Bah, à l'époque, je sais pas. En fait, @bound, c'est une fonction qui reçoit en paramètre clickhead là et qui peut travailler dessus, voilà. Et qui reçoit les arguments de clickhead aussi. Du coup, ce @bound, on le voit pas ici, mais c'est quelque chose par exemple que tu as importé d'une librairie. Ouais. En gros, pour te faire un exemple tout bête, hein, c'est comme si c'était une fonction en fait, ton bound, et tu appelles bound et tu mets clicked dans l'appel de bound, voilà. C'est exactement comment tu définis les HOC actuellement du React, qui consiste à appeler une fonction et de mettre ton composant React dans cette fonction, en appel de fonction. Et si tu en as un deuxième, tu prends ce résultat et tu le fous en appel d'une fonction d'une autre, et puis ça te fait 40 fonctions qui s'appellent. Voilà, ça, c'est pas justement la version des décorateurs qui n'a pas été. Alors je crois que. Alors justement, je pense que celle-là, qui pour moi semblait bien, est celle qui a été changée. Mais je sais pas comment est la nouvelle. Je sais pas pourquoi ils ont changé ni comment est la nouvelle. Je me souviens juste de ça, qui était ce qui était proposé et que tout le monde a commencé à utiliser en fait. To learn how to define, il y a un exemple là. On peut les voir, ouais. Super. C'est le genre de truc que t'as pas envie de lire. Il n'y a pas vraiment d'exemple. Ou bien c'est vraiment que tu définis ton décorateur comme un objet avec différents trucs. Si c'est comme ça, ça a extrêmement changé par rapport à ce que j'ai dit, quoi. Ah oui, ici il y a l'exemple de bound. Ah voilà, du coup il reçoit l'élément à décorer et puis tu travailles dessus, quoi. Current key descriptor. Ok, donc c'est vraiment une API assez et qu'il faudra apprendre avec ce descripteur avec un certain nombre de propriétés. J'imagine le descripteur amène le nom de la méthode, la méthode elle-même pour que tu puisses l'appeler par-dessus, voilà, pour l'appeler. Et puis je pense que tu as les arguments de la méthode, quoi. Comme ça, tu peux, à la fin de ton décorateur, tu appelles la méthode généralement. Puis après, tu retournes, en fait, tu retournes un objet qui a la même structure que ce que tu avais reçu. Ouais. Qui modifie le comportement. Ouais, d'accord. En tout cas, ça permet d'avoir des choses qu'on pourra très facilement ajouter. Puis d'ailleurs, tu peux montrer peut-être Mobix, qui est un système de gestion de states, voilà. Contrairement à qui utilise énormément les décorateurs, qui utilise les décorateurs tout. Et on peut avoir peut-être un exemple. Ouais, on va avoir un exemple. Décorateur. @observer, ouais, voilà, @observer ou non, voilà, @observer, voilà, qui permet en gros de dire voilà, j'observe là, j'observe cet élément, j'observe machin, et puis ce Mobix derrière va observer, puis ça va faire un système plus réactif que Redux où tu dois toi-même trigger les actions et tout le tralala, quoi. Et du coup, ça permet de faire des trucs assez sympas et ça évite de se casser la tête. Mais comme on peut voir en bas, la note, using @observer machin, ça montre bien qu'il appelle la méthode observer avec la classe au final en paramètre. Et du coup, ils utilisent aussi la première proposal. Donc, c'est vraiment le truc. Voilà, on verra comment ça va tourner. Et tu sais si ça fait longtemps que c'est en stage 2, si ça évolue? Ça fait longtemps. Ça fait un moment que c'est en stage 2. Surtout qu'avec la révision qu'il y a eu complète de l'API et tout. Le problème, en fait, c'est vraiment. Je sais pas comment ça atteint. Il y a des trucs, tu vois, que j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont genre useless, qui passent stage 3 et 4. Et il y a des trucs, genre les décorateurs qui seraient méga utiles, qui n'avancent pas. Et je trouve ça dommage, quand même. Ouais. Je comprends qu'il y a des trucs qui passent super facilement. Ouais. Tu vois, par exemple, symbole description, ça a dû durer 5 minutes la discussion. Ouais, ok, c'est bien.
C'est ça. Ouais. Mais il y en a bien aussi, tu vois, où c'est bien. Et puis au final, tu vois qu'il y en a presque mortes, comme le bind opérateur qui est mort, comme. Ouais. Comme Et après, c'est quoi. important qu'ils aient des. Il y a le système de champions hein, qui sont les personnes qui ont vraiment envie que la chose arrive. Et ces gens-là doivent vraiment suivre le truc, être là pendant les meetings, Ouais. expliquer leur cas, pourquoi ça doit être là. Il faut réussir à convaincre les autres aussi. C'est ça. Ouais. Tu peux regarder où est le chaining. Il est en stage 1, je crois encore. hein. Il me semble Chaining, qu'il est en- c'est encore là? Ouais, là, il est là, optional chaining, je l'ai vu, voilà, en stage 1. Ouais, je comprends pas pourquoi lui, il va pas plus loin aussi. Surtout qu'il est complet, hein. Il me semble qu'il y a une issue dedans qui est dit pourquoi il est toujours en stage 1 et pas en stage 2 alors qu'il a tout été fait pour qu'il passe en stage 2. Je suis sûr qu'il y a une issue comme ça. Ouais. Ça aussi, ça, c'est un truc que t'as pas à réfléchir parce que la proposal, je l'ai lu, elle est bien. À part peut-être la syntaxe que des gens veulent modifier, mais il y a toutes les possibilités qui sont bien expliquées. Alors peut-être, bon, il y a un edge case que j'ai pas pensé, mais Celui-là, j'étais sûr qu'il était en stage 2. mais je comprends pas parce que Mais surtout s'il que est pas en ce truc, stage 2, c'est ça veut dire qu'ils ont pas tellement- encore écrit la spec ou... Je pense qu'aussi du côté TC39, il y a une certaine retenue ces derniers temps, en mode ne pas finir en mode C++. Enfin, en mode prendre le temps aussi de bien revoir les proposals et de ne pas Mais quand tu implémenter tout et n'importe quoi. Ouais, mais quand tu vois là, bon, le readme a été modifié il y a 2 mois pour des typos, ok, on s'en fout. Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais 27 juillet, voilà, des notes. Et puis, ouais, bon, il faudrait voir ce qu'il y a dans les C'est pas modifications. encore totalement prêt, mais ouais, c'est vrai que ça a Mais- pas mais l'air en tout vraiment cas, d'avancer. Celui-là, c'est un truc, mais je prie pour qu'il passe parce que ça va être tellement utile. Enfin, on se rend peut-être pas compte Ouais. comme ça, mais bah, le premier exemple, c'est par exemple du React. Ça, voilà, on utilise à longueur de journée dans React, ou même dans ton code, quoi. Enfin, comment si tu vas accéder à Street, mais adresse n'existe pas, ça te fout en ne peut pas appeler Street sur undefined. Et du coup, tu dois te faire un double check au final. Voilà, est-ce que l'adresse existe? Si oui, essaie d'accéder à Street. Ouais, Et là, bah, tu vas te mettre en point d'interrogation et ta vie est réglée, quoi. Tu mets un point d'interrogation sur adresse, ça veut dire que l'adresse peut ne pas exister, et si c'est le cas, il va pas aller plus loin, il va pas appeler street, et il va te retourner en undefined Undefined. null. Ouais. Et la vie est faite, quoi. Enfin, c'est. Oui, puis franchement, ça a pas l'air d'être très compliqué au niveau c'est- de la... il a pas l'air d'être, ça a pas l'air d'être compliqué. Comment c'était implémenté? Ils ont vu les différents cas, et ça, enfin voilà, là, bah, tu les as là, syntaxe. Et au final, c'est pas méga compliqué. C'est juste en sugar syntaxe qui t'évite de taper 2 conditions ou plus. Et parce que là, par exemple, là, l'exemple qu'ils ont montré avec adresse street, c'était en, mais tu peux en avoir 4 ou 5 Ah ouais, mais moi ou j'ai 6. déjà eu ça, de devoir aller... Voilà, d'aller 4, profond 5, dans 6. un objet et tu sais même pas si la première clé de ton objet qui existe, quoi. Et là, je peux te dire, putain, tu la rotes. Hein. Chaque clé, tu dois vérifier qu'elle existe. Ça, c'est des cas qui nous parlent tous. Que forcément, Bon, après, c'est le quotidien. si tu Ouais. fais du TypeScript, tu Bon, dois même toujours Babel. vérifier. Mais... Babel, ouais. Mais Babel, tu peux. Enfin, il est inséré, Babel. Enfin, Babel le permet d'utiliser ça aussi. Ouais. Mais ouais, c'est. Mais bon, justement, si Babel permet de l'utiliser, c'est pas si grave si ça avance pas. Bah, si, parce que y en a comme moi qui n'ont pas envie de compiler leur code Node. Et du Ah, coup, c'est dans le code ben. Node que t'aimerais le faire. Ouais, moi non plus, hein, je dois dire que jamais Moi, j'ai fait un je suis projet pas fan. Node avec de la transpilation. Ouais, je En parle fait, du principe que. moi, je pense que c'est une trop grosse contrainte, sincèrement, sur Node. Enfin, surtout pour les avantages que ça apporte, finalement. Quand tu fais la perspective, enfin, c'est très contraignant. Même TypeScript, j'ai arrêté. Enfin, j'utilise tout le temps ce TypeScript, tu vois, parce que c'est très utile. Maintenant, tu peux l'utiliser avec les définitions, tu peux faire plein de trucs. Tu peux même créer des interfaces et réutiliser avec JSDoc. Enfin, c'est énorme. Mais par contre, j'avoue, genre, enfin, des fois, juste pour quand tu fais vraiment le bilan de ce que ça t'a apporté à la fin, tu passes souvent. Ouais. si t'as pas vraiment le besoin concret, tu vois. Genre, parce que... Bah, surtout, même les types et les interfaces, rien ne t'empêche de faire un DTS, enfin, un type definition toi, et après, comme tu dis, tu les utilises dans tes JSDoc. C'est ça. Bah, Et au final, les gens, et j'ai remarqué ça beaucoup avec Adonis, que les gens, en fait, ils utilisent TypeScript pour une seule chose,
pour avoir l'intelligence. Voilà. Ils utilisent TypeScript que pour l'intelligence et ils comprennent pas, même pas juste pour le système type, c'est pour l'intelligence. Et tu veux dire, ils écrivent leur code en TypeScript pour ça? Ouais. Pour eux, TypeScript, en fait, ça a amené l'intelligence JavaScript. Et ils utilisent que pour ça. Et tout le monde, je remarque le nombre d'issues ou de commentaires qu'on a, pourquoi vous passez pas à TypeScript, comme ça on peut avoir l'intelligence. Et puis la preuve, là on a l'intelligence avec un petit commentaire qui pointe sur une classe. Et voilà. Mais ils comprennent pas en fait. Mais c'est beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur aussi, C#, Java, PHP et tout ça, qui ont une intelligence plus poussée. Mais qui comprennent pas, par contre, en venant de Java, C# et autres, qu'eux, ils ont un langage compilé, et que nous, on a un langage qui est très dynamique, avec Monkey Patch, Proxy et tout ça, et que, désolé de le dire, mais l'intelligence ne sera jamais précise à 100%. Tu Monkey Patch dans un autre fichier de ta classe, l'intelligence va pas le refléter que tu as Monkey Patch ta classe dans un autre fichier. Bon, si tu écris en TypeScript tout ton code, tu vas pas le faire. Normalement. Oui, non, tu devrais pas le faire. Mais les gens, eux, quand ils disent TypeScript, les 3 cas, ils pensent intelligence. Quoi. Mais tu sais, pour te donner. Alors que tu n'en as pas besoin du tout pour l'intelligence, et c'est dommage. Quoi. Ouais. C'est à la BNP, d'ailleurs, moi, on m'avait dit, BNP, je suis arrivé, on m'a dit, parce que TypeScript, il y a de la programmation orientée objet. Moi, j'ai fait. D'accord, bon. Mais tu vois, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que dans toutes les équipes, finalement, en fait. Les mecs qui foutent des ANI partout, à la fin, ils ont tellement pas le temps, des machins ou pas la rigueur nécessaire que les mecs ils disent c'est bien, mais j'ai regardé leur code, je fais bah ouais, mais en fait, autant faire du JavaScript classique parce que là. C'est ça. Surtout que si tu fais des ANI partout, t'as moins d'intelligence que si tu fais du JavaScript classique. C'est ça quoi. Mais franchement, pour faire que du JS, si t'as besoin, par exemple, ce qui peut être sympa, c'est que imagine tu pays, tu as envie que ce payload ait l'intelligence dessus, et ben tu fais un type-def TypeScript du coup, mais tu l'implémentes en JSDoc et tu continues à coder en JS, et puis tu as ton type-def qui te donne l'intelligence, et puis c'est réglé. Et tu n'es pas obligé de te casser la tête à compiler ton code en JavaScript, et puis à suivre TypeScript, et puis à taper des ANI partout, parce que du coup, voilà, enfin, c'est... Il y a moyen de faire simple, les gens aiment bien se compliquer. Il y a un tweet très sympa dans le gars qui était assez réputé dans le JS, je sais plus son nom maintenant, qui avait dit qu'il vient de corriger 99 problèmes aujourd'hui, et ces 99 problèmes étaient liés à TypeScript. C'était pas lié à son code, c'était juste le compilateur de TypeScript qui voulait pas, tu vois. Alors que son code fonctionnait très bien, et c'est ça au final. C'est ça, mais en fait c'est une question de sagesse finalement, c'est toujours au même. Enfin, faut utiliser TypeScript. Enfin, si tu as besoin du transpilo TypeScript, faut vraiment en avoir le besoin finalement. Et comprendre aussi pourquoi tu l'utilises, quoi. Mais comme dit, c'est le problème de la hype, avec mon DB ou des trucs comme ça. Maintenant, les gens utilisent sans comprendre en fait. Ils se disent je peux pas utiliser cette librairie avec TypeScript, moi j'utilise pas. Voilà. Svelte, ça gère pas TypeScript, j'utilise pas. Et c'est triste parce que t'as moyen de gérer autrement, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais après, personnellement, moi, ça fait pas très longtemps que je fais du TypeScript, et pour écrire des librairies, je trouve que c'est vraiment cool. Si les petites, c'est cool. Si les grandes, ça peut être aussi vachement cool si tu le fais bien, en fait. Ouais, si c'est pas trop complexe, si tu fais pas justement trop de JavaScript. Si tu fais des trucs qui sont un peu trop avec les prototypes et des machins comme ça, effectivement, avec le TypeScript, t'arrives pas, et si tu dois commencer à refactoriser tout ton code pour que ça marche en TypeScript, non merci. Mais, par exemple, la nouvelle version de Edge, le templating, là, est refaite en TypeScript. Et ça nous a été utile parce que en fait on génère un AST du truc, et puis ça nous a permis de typer très proprement et d'avoir des interfaces et tout pour checker le code, et ça nous a permis en fait, ça nous a pas permis de l'optimiser ou autre le code, mais ça nous permet maintenant de travailler plus facilement dans Edge, parce qu'on a les nœuds qui sont tous bien typés tu risques pas de faire des typos. Voilà, tu risques pas de faire des typos autres, et c'est pratique. Mais par contre, pour faire une application, ça peut être pratique dans ce genre de cas, mais pour faire d'autres applications ou même un site complet, j'en verrais pas forcément l'utilité, quoi. Comme dit, tu peux toujours, si tu as besoin spécifiquement pour un truc de le typer, tu fais un DTS, quoi. Mais de base, tu auras déjà l'intelligence ou autre. Puis, ouais, je sais pas.
Mais ça, En c'est tout une cas, autre histoire, je pense. ouais, non, mais clairement. L'utilité Il n'y a de pas encore le TypeScript. proposal pour ajouter les types à JavaScript. Moi, En soi, moi, si j'ai envie de typer mon code, je prends pas TypeScript, je prends Flow, quoi. Même si c'est moins complet, je suis d'accord, mais c'est aussi beaucoup moins de casse-tête à la compilation, quoi. Ça fait son job, ça fait le type checking, ce qu'il est censé faire. T'as pas un superset complet à JavaScript, non, ça juste type ton code, quoi. pour revenir au proposal, du coup. Ouais, On oui, pourrait parler effectivement. comme ça Moi, j'ai pendant des fini, heures. on a vu optional change. Ouais. Toi, t'es tout ce que tu voulais voir. Ah ouais, Je c'est sais ça. pas s'il y en a d'autres. Numeric Separators, on peut en parler brièvement parce que c'est rigolo. Ouais, il est revenu en stage 2 Euh, qui est l'année passée. Voilà, bon bah on voit que Il est pas déjà dispo, lui? Non, il est repassé en stage 2. Il y a eu un Oh. problème. Pourquoi Je ils sais en... plus c'était quoi. Ouais, je sais pas. Donc voilà. Attends, le point, pourquoi il y a un point? Ici, C'est parce que c'est une virgule. Ah non, si c'est Non. des... Ah, millions. Ah non, pardon, j'ai lu billions, mais... Non, j'ai bugué. Ok, non, c'est bon. J'ai cru que c'était un... Non, rien, laissez tomber. Ouais. Oubliez ce que je viens de dire. Et ça justement, c'est le genre de truc, ça fait super longtemps qu'il existe ce proposal et je sais pas pourquoi il est Ouais. pas encore... Surtout que c'est des trucs qui ouais. existent dans tous les langages, presque. Enfin, c'est dommage que c'est pas utilisé. Je sais pas, j'ai même pas suivi pourquoi il a été rétrogradé, mais il était stage 4, hein, je crois, il me semble, ou stage Ah 3, ouais. je sais plus. Mais il a été rétrogradé, il y a eu un souci, je pense, au niveau un peu. Il y a une librairie qui a pris un nom. S'il a changé de stage, on devrait pouvoir voir ça là. Ah oui, il était stage 3. Ah voilà. Voilà, on sait pas pourquoi. Ça, c'est le genre de père qui te dit. Voilà. Ah non, mais regarde. 054 DC39, on a la référence. Ah oui, Après, ok, il faudrait aller voir les notes du meeting. Mais ouais, super quoi. Ça, c'est la PR qu'on adore tous. Bon, celle-là, ça va, elle change en fichier, mais quand t'as 4 modifiés, puis t'as non-description, t'es là en mode ok. Salut. Ouais. Yes. Sinon, est-ce qu'il y a des autres trucs qui ont l'air cool C'est quoi la requête déjà? La requête? Ouais, la requête. La quoi, requête. la logique. C'est... Je sais pas. Ah, attends là. Ah, ok. Ah, d'accord. c'est que Donc ça- ça veut dire que le champion va proposer à le faire passer au stage suivant. Yes. Ah bah, observe. Ah non, c'est pas observable qu'on disait avant. Observable, ça fait 20 ans qu'il y a une requête. Ah, mais c'est grave. Et puis depuis, bah, t'as des librairies RxJS qui sont dessus et autres. Et puis t'as même plein de poly. Ah oui, Je me mais souviens, attends, en fait, il y a plus de 4 ans, il y avait des polyfills déjà pour faire les observables. Quoi. c'est quoi Slow Expression? Ah oui, ça c'est cool. Ouais. Ça, je me Oui, suis c'est toujours vrai. demandé pourquoi c'était pas valide de faire Oui, un oui, slow. c'est vrai que la première fois que je me suis fait ah oui, on peut pas faire un row de throw. Mais le premier, il est bien aussi. Hein. Ouais, bon, en soi, là, ou, je ferais bien, là, ils tu sont vois, tous bien. le premier, je ferais bien que FileName, en fait, si tu lui mets en point d'exclamation à la fin, il soit obligatoire. Tu vois. Et il fera automatiquement une exception s'il n'y est Eh pas. bah, tu es libre de créer un proposal. Non, mais ça peut être sympa. Mais il y a ça en Ruby, quoi. Ah non, Ruby, quand. Non. Et il y a aussi un autre truc que j'adorais en Ruby, et j'ai été très déçu ensuite, je suis ailleurs, c'est que tu mets un point d'interrogation pour les booléens. C'est comme si tu posais une question, en fait. Genre, enfin, tu as un nombre, tu fais point odd, point d'interrogation. Tu vois, genre, tu poses la question, tu vois, genre, est-ce qu'il est père ou un mais- père. Ah ouais. Et c'est trop bien. Mais je pense que ton truc de le friser, c'est peut-être compris parce qu'ils veulent mettre là les espèces de barres, là, les barres du 6 Barre pour du pouvoir 6. frozen. Ouais, pour frozen les arguments ou pour les rendre immutables ou je sais plus quoi. Il y a une proposal là-dessus, je sais plus c'est laquelle. Ouais, mais ouais, c'est pas la même juste pour chose. faire des Ah, c'est pas le rendre immutable. C'est object plus freeze, object freeze plus object seal, c'est dans un stage, c'est vers la fin, stage 1. 0, je pense. Ouais, stage 1, 0. Ah. Voilà. Oula. Ah Oh mon dieu. Je crois que je préfère utiliser une librairie qui va m'appeler Object Style sur mon objet.
Oh là là, c'est Non, immonde. mais par contre, dans les arguments de fonction, ça ressemble beaucoup à ce que font d'autres langages. Tu vois, que tu as l'argument et tu as, t'as les barres comme ça qui disent en gros cet argument est immutable. Je crois en Rust, t'as ça. Mais C'est peut-être oui, pas pour d'accord. ça, mais je me demande. Mais sealing a function options bug. Donc c'est quoi le but? C'est que tu puisses pas modifier Je pense que tu cannot define peux pas- on success. Jet in as extensible. What? Mais là on parle de l'objet sur Ajax. Ah, parce que on success ne peut pas être, enfin console.log ne peut pas. c'est une faute d'orthographe en fait. Ah. C'est une façon de faire des interfaces comme dans TypeScript. Ah. Ouais, c'est pas mal ça. Enfin, Ouais, c'est pas mal. Je sais pas Enfin, si c'est intéressant, mais c'est bien. Cette feature-là, elle m'intéresse moi parce que La suivante aussi. Tu fais souvent des erreurs quand tu passes des objets d'options. Et, ouais. La suivante aussi, j'aime bien. Par contre, pour la première, tu vois, je me dis, est-ce que non, en fait, ouais, ça permet de sciler l'objet, voilà. Puis la deuxième permet de freeze. Généralement, je crois Airbnb le fait de base, il t'interdit de réassigner en argument, se faire Airbnb. D'accord. Donc c'est déjà très utilisé, ça peut être pratique. Moi j'aime bien celle-là. J'aime bien aussi. Après, c'est pas exactement ce que je disais. Moi, que je disais, c'était qu'en fait, tu rendrais un argument obligatoire. Et que s'il n'était pas, directement, il t'envoie une exception. Mais je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen que, tu vois, genre, s'il faisait un silet d'un argument, que, en fait, si tu le mets pas, genre, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Avec certaines. Bah, il y aura peut-être moyen. Hein, Mais ouais, ça, c'est les deux. Syntaxiquement, je trouve ça joli, tu vois, d'avoir ce bang. Mais d'ailleurs, normalement, le bang, ce erreur en Ruby, ça voulait plutôt dire que ça mutait l'objet. Et que ça retournait pas en. Mais peu importe. Mais le point d'interrogation aussi, c'est un truc. Tu vois, c'était un moyen, quand tu lisais ton code, tu dis, ah bah là, ça me retourne en booléen, tu vois. Je pose une question, en fait, et ça me retourne en. Et c'était vraiment, quand tu relis le code, ça te permet de. Sinon, en termes de proposal tsunami, quand même, il y a. Les pipelines opérateurs, franchement, j'attends énormément ça. Mais je crois que ça ressemble au bind opérateur en fait, pipeline. Bind opérateur qui est mort d'ailleurs. Oui, c'est dommage parce que l'exemple de la fin dans les binds, il était stylé quand même, où il te faut un map du constructeur. Je suis... mais au final, c'est la même chose. En gros, t'as quelque chose et ça va être, enfin comme Unix, je pense. Hello va rentrer dans le double say, enfin il va coller la fonction double say avec hello en paramètre. Puis capitalize va appeler double say, enfin c'est des pipes quoi. Oui, c'est l'équivalent des pipes dans Node.js. Voilà. Et si tu regardes, le bind opérateur en proposal aussi, c'est exactement la même chose. Donc en fait, c'est deux proposals qui font exactement la même chose, mais qui ont une syntaxe différente au final. Parce que le bind opérateur, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de mettre en pipe comme ils ont là, tu met 2 points. Oui, mais le bind opérateur, je crois pas qu'il appelle la fonction. Il crée une version binded de la fonction. Je suis pas sûr parce que en fait, j'ai appris sur cet opérateur en regardant la doc de RxJS qui lui a une fonction pipe où tu lui passes en argument les différentes fonctions que tu veux piper en fait, et puis il va les appeler l'une à la suite avec la valeur de l'autre dedans. Du coup, ça revient au même, je pense. Je sais pas. Il faudrait qu'on regarde un peu plus en détail. Mais il y a la notion de partial application aussi, non, qui entre en jeu là. Ouais, c'est pas assez long. Mais c'est bon, c'est stylé, ça reste stylé parce que c'est vrai que c'est une syntaxe finalement en fait au début ça te stresse un peu. Enfin moi c'est vrai que tout le monde quasiment arrive mais je comprends pas. Et là les mecs qui passent une minute ils disent oh mais en fait c'est beaucoup mieux. Oui parce que en fait cette syntaxe là elle fait les choses à l'envers finalement. Ouais, c'est ça. Tu dois la lire depuis l'intérieur pour comprendre ce qui se passe. C'est pour ça d'ailleurs. Attends, mais j'avais lu. Plaignait énormément, mais en fait c'était pour cette raison. Ah, c'était dans Webpack, non? Oui, c'est dans Webpack. C'est les loaders de Webpack que tu lis de droite à gauche. Et les gens ils comprenaient pas pourquoi on devait lire de droite à gauche les loaders de Webpack. Et ben il disait
chaîne Larkin, là, justement, bah, imaginez que c'est des fonctions qui s'appellent, en fait. Et du coup, ben, tu pars de l'intérieur, et l'intérieur, c'est à droite. Ouais, mais moi je trouve que c'est une mauvaise idée. Bah, c'est pas clair, mais au final, ça va. J'aurais préféré qu'ils choisissent la chose la plus intuitive. Par Et contre, avec quitte à les dire dans la pipes- documentation, ce n'est pas comme des fonctions que tu Mm. appelles. Oh, ouais, vas-y. J'allais dire, par contre, avec les pipelines, ce qui va être intéressant, c'est justement d'enchaîner des pipes avec des await, là où on devait plutôt faire des parenthèses. Je sais pas si vous avez des cas où vous ouvrez des parenthèses pour faire un await pour récupérer le résultat. Bah, j'ai Adonis, voilà. Dans Donc, je veux Adonis, dire que dans ce cas-là, là tu pourrais mettre un await, il n'y aurait pas plus de parenthèses. Non, mais dans le sens, je te donne un exemple, ok? L'ORM de Adonis te retourne en serializer. Du coup, tu fais un await de, voilà, je sais pas, article.find en, voilà, ça te retourne article en serializer. Et tu as une fonction toJSON qui te permet de prendre ce serializer et de le compiler, enfin de le transformer en JSON. Et du coup, après, ça permet de faire des maps, des filters ou ce que tu veux dessus. Mais tu peux pas le faire sur le serializer, ce map et ce filter. Du coup, tu dois mettre entre parenthèses ton await et après, tu fais un toJSON sur la parenthèse. Un truc comme ça. Moi, j'avais en tête aussi un cas avec un constructeur. Par exemple, tu vois. Et du coup, ben, pipe, t'as plus. Mais Non, comment tu le ferais avec un pipeline opérateur, du coup, cet exemple-là? Bah, tu fais await x. Non, ou pas, en fait, je sais pas. Non. Parce que là, il y a Enfin, une méthode qu'on appelle, c'est pas vraiment la même chose. Frax. Enfin, je sais pas. Non, ou c'est peut-être le bind celui-là. C'est peut-être le bind. Non, je sais pas. Le bind opérateur, il bind vis aussi. Attends. Je sais plus comment ils font dans leur proposal. Enfin, il y a un truc pour ça, mais parce que j'avais vu ça en fait, ça m'intéressait beaucoup parce que j'ai le cas avec un constructeur. Bon, il dit que the current proposal makes await an error. Ouais. À voir. Mais ouais. Ouais, le bind qui est en stage. Le bind il est en stage 0. Et ça fait plus de 4 ans. Donc, Ah ouais, donc le bind, même pas, ils sont même pas intéressés, quoi. Donc le bind opérateur, 4 ans, quoi. Ouais. Après, bon, il y a beaucoup de choses ultra intéressantes. Ouais. Mais faudrait être patient. Mais ouais, bah attends, on va voir sur la de RxJS, là on peut avoir un bon exemple du bind aussi. RxJS. Ouais. C'est sur Firebase, je crois. Voilà. Et overview. Non, overview. Et où c'était déjà installation, je pense. Voilà. Et voilà. Là, ils utilisent leur méthode pipe. Et bah, cherche bind, voilà, dans la page, là. Est-ce qu'il va le trouver? Non. Non. Attends. Ah, boîte version 6, peut-être. Migration. Est-ce qu'ils en parlent là-dedans? Non, attends, je vais juste regarder. RxJS. Ce que je vous propose, c'est qu'on termine. Qu'on termine, parce que je pense qu'on a déjà vu pas mal de trucs là, c'est assez cool. Ouais, on peut. Ça fait déjà plus d'1h30. Ouais. On peut arrêter l'enregistrement, en effet. Ceux qui en parlent. On a eu du public sur Twitch? Oui, il y a eu quelques personnes et des. Enfin, il y a eu Nolan qui a parlé. Bah, il est là avec nous d'ailleurs, il s'était connecté. Alors, ils ont peut-être mis à jour leur doc en enlevant. Mais en gros, ben, au lieu d'utiliser pipe, utiliser le bind opérateur. Ouais, ils ont dû l'enlever de leur doc. Mais du coup, ben, en gros, là, tu sortais de RxJS.opérateur, tes méthodes des méthodes nommées, tu les sortais avec l'import brackets, quoi. Puis après, tu les pipais une à une avec
le 2 points, quoi. C'était sympa. Yes. L'enregistrement est arrêté. Hein. C'était franchement cool. Ouais, c'était cool. Oui, c'était intéressant.